Bienvenue à l'épisode numéro 11 de Sortir du moule. Nous plongeons dans une thématique incontournable pour les entreprises d'aujourd'hui, les ressources humaines. Dans cet épisode, nous débuterons avec une entrevue passionnante avec Alain Rouleau du groupe Mission qui partagera son expertise sur les défis actuels en matière de gestion des talents et de main-d'œuvre. Nous aborderons notamment les stratégies pour surmonter ces obstacles et rester compétitifs dans un marché en constante évolution. Ensuite, nous vous présenterons une chronique sur Plastic Compétences, le comité sectoriel de main-d'œuvre dédié aux industries des plastiques et des composites. Nous explorerons comment cet organisme joue un rôle clé dans le développement, l'attraction et la rétention des talents pour soutenir ce secteur vital de l'économie québécoise. Restez à l'écoute, ces sujets essentiels vous attendent dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Accueillons maintenant M. Alain Rouleau du groupe Mission pour discuter des principaux enjeux en matière de ressources humaines. Bonjour Alain, merci beaucoup de te joindre à nous à Sortir du moule. Merci d'accepter de nous parler de ressources humaines. Ça fait plaisir, Simon. On va commencer, comme d'habitude, dans le vif du sujet. On sait que le terme des ressources humaines, c'est un thème qui est très important pour les entreprises dans un contexte particulier de main-d'œuvre actuelle. Est-ce que tu peux nous présenter un peu c'est quoi les défis actuels les plus importants en termes de ressources humaines? Ben, on va parler de quelques défis. Je pourrais te les citer en général l'un après l'autre. Ensuite, on peut s'attarder à chacun de ces défis-là. Je dirais un des plus importants défis, et qui existe depuis quelques années déjà, c'est la pénurie de main-d'œuvre au Québec, créée par plusieurs facteurs, mais particulièrement par la situation démographique. Ça entraîne un autre défi qui est celui du recrutement et la rétention des talents. Et là, je parle des talents, non seulement des employés, mais des talents, c'est encore plus difficile. Un autre défi qui est l'adaptation aux nouvelles attentes des employés. Les nouvelles générations ont des besoins et des attentes très différentes des boomers, hein? OK boomers. Et on va parler du développement des compétences, notamment les compétences en matière de transformation numérique. Justement, parlons premièrement de l'adaptation à la transformation numérique. On est actuellement dans une période où on parle beaucoup de l'usine 4.0, on parle même maintenant de 5.0. Il y a une adaptation technologique qui doit se faire très rapidement dans les entreprises, mais où ils en sont, les entrepreneurs, parce qu'on parle de la production, mais même il y a des employés de bureau, même souvent dans le manufacturier, ils sont peu nombreux, mais ils sont quand même très importants. Ben effectivement. Écoute, je suis consultant, je fais de la consultation management depuis plus de 30 ans maintenant. Je te dirais que mon expérience personnelle avec les entreprises manufacturières, et même celle du secteur là, du plastique, a démontré que les entrepreneurs, les propriétaires, les gestionnaires investissent trop peu en formation, ce qui permettrait aux employés d'être plus performants avec les outils technologiques. On va parler de Microsoft Excel juste de base. Il y a une tonne d'employés qui ne savent même pas se servir de Microsoft Excel. Ils s'en servent comme une feuille de calcul. Ils pourraient prendre une calculatrice et faire le même travail. On a des besoins énormes en matière de gestion de la formation, dans la transformation numérique, puis dans l'adaptation des employés. Et ça ne se fait pas. Les entreprises investissent des fortunes pour implanter des logiciels de gestion intégrés, puis qui font à peu près tout. Les fameux ERP. Les fameux ERP, ça s'avère souvent difficile, beaucoup plus long que prévu, etc. Et l'adaptation des employés est faite au début du projet. Alors, on implante, on fait une formation rapido, et ensuite, on arrête de former. Alors, il y a des mises à jour qui se font sur les systèmes, etc. Et les employés sont laissés eux-mêmes et les systèmes ne fonctionnent plus. Les employeurs, ensuite, se ramassent à pleurer, OK? Parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent, mais la transformation numérique n'est pas réalisée correctement. Alors ça, c'est un défi qui est assez important, puis ça affecte même la productivité, parce que quand tu mentionnes justement qu'avec Excel, ils s'en servent quasiment juste pour faire de la mise en page, alors que c'est beaucoup plus puissant pour faire de la gestion de données, de l'archivage de données. Les entreprises gagneraient à pouvoir maximiser ces outils-là, qui sont des outils de base, puis qu'on utilise depuis des années, puis qui sont très fréquents. Effectivement, absolument. Puis tu as tout à fait raison. On fournit souvent, là, à titre de consultant puis de bureau, des outils basés sur Microsoft Excel, justement. Et là-dedans, il y a des formules importantes, il y a des formules de recherche vectorielle qu'on utilise, des trucs comme ça. Et on forme nos clients sur l'utilisation. Et puis, 3 semaines après, on reçoit des téléphones. Ils ne savent pas s'en servir. Ils n'ont pas réouvert le lendemain. On a fourni un plan de formation. Ils ne le suivent pas. Alors, ça arrive régulièrement. Puis, malheureusement, ces outils-là devraient être beaucoup mieux utilisés. Bien, écoute,
Au-delà de l'utilisation des outils, il y a l'enjeu aussi d'avoir de la main-d'œuvre pour utiliser ces outils-là. On a parlé en début pénurie de main-d'œuvre. Il y en a qui vont parler plus de rareté de main-d'œuvre. On en est où actuellement au Québec, particulièrement dans un contexte manufacturier? Ben, on est toujours en situation de pénurie de main-d'œuvre, pas juste de main-d'œuvre spécialisée, mais de main-d'œuvre générale. On se promène encore un peu partout. On voit les pancartes, nous embauchons un peu partout. Le défi est très grand, puis il va durer longtemps. Selon Statistique Québec, l'Institut de la statistique du Québec, la pénurie de main-d'œuvre va se poursuivre jusqu'en 2030 et peut-être au-delà. OK? Mais en 2030, jusqu'en 2030, ça va demeurer très sévère. Et ça entraîne un autre défi, celui du recrutement, de la rétention des talents. Mais le recrutement des employés, ça ne s'invente pas. Des humains, ça ne s'invente pas. Ça se recrute, ça se trouve ailleurs. Alors, une des solutions que les entreprises ont adoptées, c'est d'embaucher de la main-d'œuvre étrangère. Donc, ça coûte cher d'embaucher de la main-d'œuvre étrangère. Il faut organiser le recrutement à l'étranger, etc. On passe par des agences ou par des firmes de consultants spécialisés. Il y a des délais aussi. Il y a des délais, on passe par des avocats, etc. Oh oui, c'est des délais. Là. Recruter de la main-d'œuvre, des travailleurs étrangers temporaires là, qui vont venir travailler dans les champs ou même dans une usine en période de pointe pendant les vacances d'été, des employés réguliers, etc. On parle il faut s'y prendre un an d'avance. Puis pour recruter des gens qu'on va pouvoir conserver pendant plus de 2 ans, bien là, il faut s'y prendre 2, 3 ans d'avance. Okay? Alors, c'est difficile d'anticiper où on va en être dans nos besoins. Souvent, quand on est rendu à embaucher, c'est que le besoin est là. Dans 3 ans, il va être parti ou on va être ailleurs. Là. On va être parti ou on va être ailleurs. Et là, on va parler de planification stratégique, non? Ben oui, pourquoi pas? de tout prévoir. On ne mêlera pas les sujets tout de suite, mais effectivement. Puis en plus, il y a les gouvernements là, qui ont un impact important sur la main-d'œuvre étrangère. Bon, au fédéral, tant au fédéral qu'au provincial, il y a des changements subis qui viennent d'être votés. Ça va limiter la capacité des entreprises à conserver des employés étrangers. Ça va limiter leur capacité à avoir plus que 10 % de main-d'œuvre étrangère. Ben justement, c'est quoi les répercussions, puis c'est quoi exactement les changements qui sont en cours, si on fait un petit résumé, parce que là, il y a le fédéral de son bord qui agit, il y a le provincial qui ose pète de son bord aussi. On en est où dans ça, puis on s'en va où? Qu'est-ce qui est annoncé, puis qu'est-ce qui est en application maintenant? Bon, le fédéral gère d'abord l'immigration et nous, on choisit nos immigrants et nos programmes. Alors, ça pose un problème parce que plusieurs entreprises au Québec doivent embaucher des immigrants pour réussir à combler les besoins. Je vais vous donner l'exemple des pêcheries, qui est à l'extérieur complètement de votre domaine, mais c'est saisonnier. Okay? On a besoin de 200 employés. Maintenant, dans les pêcheries, dans les usines de transformation, on voit souvent jusqu'à 30, 40, 50 % de la main-d'œuvre qui est étrangère. Bien là, subitement, ça va être réduit à 10 % par les nouvelles règles imposées. Ce qui veut dire que ces entreprises-là ne seront plus capables d'opérer. Okay? Ou est-ce qu'ils sont capables d'opérer en utilisant moins d'employés ou ça ne vaut plus la peine d'opérer? Est-ce qu'on ferme les boutiques? Ça peut arriver. Dans les entreprises manufacturières, dans le secteur du plastique, il y a quelques exemples d'entreprises qui ont aussi plus de 10 % de main-d'œuvre étrangère à leur emploi. Puis ces entreprises-là sont souvent situées en région. On va parler de Telford Mines, on va parler du Bas-Saint-Laurent, mais il y en a partout, là. Il y en a, etc. Et là, c'est beaucoup plus difficile de recruter dans le bassin local en Beauce de la main-d'œuvre étrangère, parce que les étrangers, ils ne viennent pas là, en Beauce, là. Ils restent à Montréal. Hein? On a ce problème-là au Québec aussi. La régionalisation de l'immigration. La régionalisation, c'est un défi qu'on essaie de relever depuis 10 ans et qui est difficile à relever. Ouais. C'est un peu normal. Donc, le recrutement et la rétention de talent va demeurer un problème et va coûter de plus en plus cher. Et là, il y a de l'incertitude à cause de la main-d'œuvre étrangère. On parle justement, je pense que la levée de l'obligation ou la restriction qu'un employé étranger doive travailler pour le même employeur, si j'ai bien compris, je pense que ça va être levé, donc il aura le choix d'aller travailler pour d'autres, malgré que ce soit un employeur qui a investi pour lui. Effectivement, c'est un défi. Il y a des comités parlementaires qui sont en train d'étudier ça, et puis ça fait les journaux depuis déjà quelques années, qui sont en train d'étudier la possibilité de lever l'obligation pour un employé étranger de demeurer à l'emploi de l'entrepreneur, de l'employeur. Les entrepreneurs qui ont embauché un travailleur étranger, ça coûte facilement 10 000 $ de frais d'avocat, de conseiller, etc. Sans compter les frais de transport, d'intégration, puis d'installation de ces employés-là au Québec. Et leur adaptation, le temps qu'ils apprennent le travail, qu'ils apprennent la culture, ils ne sont pas à leur plein potentiel en arrivant? Ils ne sont pas à leur plein potentiel. Puis quand on rentre dans le manufacturier, c'est des jobs souvent technologiques. Ces gens-là vont embaucher des techniciens à l'étranger. Mais ils arrivent ici,
Puis là, ben nous, on n'est pas dans les mêmes types de mesures, on n'est pas dans les mêmes outils de calcul, etc. Donc, c'est très différent. Donc, ils doivent s'adapter. Mais ils arrivent ici, on les loge. On connaît des employeurs, toi et moi, qui ont construit des logements pour les loger. Alors, si cette obligation-là est levée des employés, ben ça va poser un problème. L'employé peut arriver chez son employeur et dire, moi, là, demain matin, j'ai une offre du voisin. OK? Je suis mécanicien, électromécanicien, puis j'ai une offre du voisin. Puis le voisin, comme il n'a pas eu à supporter 10, 15, 20 000 $ en frais, puis en frais d'intégration, puis en frais pour le faire venir, ben, il peut y offrir un salaire pas mal plus élevé. Il va utiliser son talent incitatif pour aller le recruter. Puis... Et voilà. Alors ça pose un problème. Ça pose un défi. Je pense que les employeurs doivent améliorer le lobby qui est fait là, auprès des instances gouvernementales pour s'assurer de protéger cette main-d'œuvre puis de se protéger eux-mêmes. Oui, protéger les employeurs. Il faut protéger la main-d'œuvre, c'est essentiel, mais il ne faut pas oublier les employeurs derrière ça. Il ne faut pas oublier. Ouais. Et dis-moi, on est rendu avec des nouvelles générations. On a parlé dans le temps de. Tout le monde connaît les baby boomers, on a parlé des X, des milléniums, des ci, des ça. Mais là, ça va même beaucoup plus large que ça. Donc, il faut que les employeurs s'adaptent aux nouvelles attentes des employés, qu'ils soient culturels, générationnels ou ainsi de suite. Comment on gère ça? C'est quoi les défis de la gestion de la diversité et de l'inclusion? D'abord, effectivement, c'est très important. La diversité et l'inclusion, c'est que de plus en plus, on est dans une société multiculturelle. Je dirais, Montréal, Québec, on est habitué. Ça fait longtemps que Montréal est multiculturel et que les employeurs s'adaptent facilement à ça. Mais en région, c'est beaucoup plus difficile d'accueillir des gens qui proviennent de l'étranger, des Philippins, des Costaricains, des Mexicains, des Tunisiens, puis des Algériens, qui arrivent avec une culture différente. Alors, on parle de culture, et avec des attentes quand même au niveau de ce que l'employeur peut faire en matière d'intégration dans le milieu de travail. Et les employeurs sont souvent démunis face à ça. Manque d'information, manque de formation. Alors, on va chercher des employés à l'étranger, on embauche des gens qui viennent d'une autre culture, puis on fait mal notre travail. Probablement manque de ressources aussi, c'est parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie pour intégrer ces personnes-là. Ben, ça demande du temps, de l'énergie, ça demande des compétences, effectivement, manque de ressources. Les professionnels en ressources humaines peuvent compter sur un autre professionnel qui les aide beaucoup là, en matière de formation et de développement de ces compétences-là. Sauf que ce n'est pas toutes les organisations qui peuvent compter sur des professionnels en ressources humaines. Et ce n'est pas toutes les organisations qui ont des professionnels en ressources humaines qui ont le temps de faire ça. La plupart sont occupés juste à recruter. C'est déjà une énorme tâche, effectivement. C'est déjà une énorme tâche. Bon, alors, il y a la diversité culturelle, mais il y a aussi la diversité de genre. Okay? On parle beaucoup de la diversité de genre maintenant. Et les intégrer dans une entreprise manufacturière, en région, c'est tout un défi. On intègre de cette façon plusieurs critères ou paramètres à tenir en compte. Là. En plein ça, effectivement. On a plusieurs paramètres à tenir en compte et on a la culture des anciens employés, OK? Et on a une culture régionale aussi. On sait bien que les Beaucerons, c'est des Beaucerons. Il y a une culture régionale forte en Beauce. Il y a une culture régionale forte en Bellechasse. Il y a une culture régionale différente dans les Laurentides, au nord de Montréal. Il faut tenir compte de ça aussi et c'est très important. Bon, il y a la diversité d'âge aussi. Les générations, on parle des boomers, des X, des Y, des Z, puis des milléniums, etc. Les générations, le défi intergénérationnel est très important. En ce sens que les générations, il me semble que c'est toujours de plus court. Les changements de culture, les changements d'attente d'une génération à l'autre sont beaucoup plus rapides maintenant. Ça suit probablement la courbe de développement des technologies. On dirait que même leurs attentes s'additionnent. Oh, les attentes s'additionnent. Ah, ben là, l'adaptation aux nouvelles attentes, ça aussi, c'est important. Le télétravail, la conciliation travail-famille. On ne parlait pas de conciliation travail-famille il y a 20 ans, là, pas du tout. Là. C'était, faut que tu t'adaptes à ton employeur, puis tu fais tes 40 heures, et puis quand on dit de rentrer en overtime, tu rentres en overtime, puis tu ne dis pas un mot. Et c'était ça. Okay? Bon, maintenant, conciliation travail-famille, le télétravail, etc. Là, dans le manufacturier, les employés de l'usine ou qui ont un travail relié directement à la fabrication de produits ne peuvent pas s'attendre de faire ça en télétravail. Mais les employés administratifs ont ces attentes-là, quand même. Alors, c'est un défi pour les employeurs de s'assurer que le travail soit fait et soit bien réalisé. C'est un défi pour les employeurs aussi de maintenir une culture organisationnelle qui est stimulante pour les employés. Puis qui va leur permettre de conserver, d'avoir de la rétention, là, de conserver l'employé. Si l'employé n'est pas là, qui est à la maison, qui travaille,
c'est bien pour l'employé, c'est peut-être bien pour la famille de l'employé, c'est pas nécessairement bien pour l'employeur et pour le groupe. Exactement. Il y a toute cette espèce de sentiment d'appartenance, de collaboration au sein du groupe. Puis je pense que ça s'est accentué avec la pandémie. Là. C'est là que ça a pris vraiment de l'expansion, le fameux télétravail. Mais c'est pas pour tous les cas, toutes les situations. Puis il y a tous les enjeux de négociation qui viennent après ça. Tous les enjeux aussi en matière de rémunération des employés, de méthode de rémunération, parce que c'est pas juste un salaire. Hein. Bon, alors on va gérer des avantages sociaux qui sont de plus en plus diversifiés. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. OK? Les régimes de retraite, l'attente des employés par rapport au régime de retraite devient de plus en plus importante. C'était disparu, ça, des petites et moyennes entreprises depuis plusieurs années, et ça revient. Alors, on voit ça de plus en plus dans le marché, et les employeurs ont de la difficulté là, à mettre en place des outils et des programmes. Il y a des structures que ça demande, des structures administratives, mais il y a des coûts rattachés à ça aussi, puis ça peut être des gros investissements. Et justement, les employeurs, dans toute cette variété de demandes et d'attentes, ça serait est-ce qu'on est capable d'identifier des prioritaires, certains éléments auxquels les employeurs devraient porter plus attention, ou devraient s'attarder plus, qui vont être plus accrocheuses pour les employés, ou c'est vraiment au cas par cas, ça dépend du type de main-d'œuvre? Tu parles de cas par cas. De plus en plus, il y a du cas par cas à faire. On parlait d'avoir un véritable menu où l'employé choisit ses avantages sociaux, etc. Là. Ça a été essayé. Ça marche plus ou moins, ça. C'est des modes. Dans une entreprise, on veut aussi, je te parlais de culture d'entreprise tantôt, ben on veut avoir une culture qui se tienne debout. Et quand on se met à faire du cas par cas, et là, il y en a beaucoup qui le font, là, ben on est en train de briser cette culture-là. Aussi. On est en train de la fragiliser. Alors, c'est un défi de dire ce qu'on met en place, on le met en place pour tout le monde, et puis on le promeut, on en fait la promotion à l'interne, et on promeut que ce qu'on a mis en place, c'est bon, c'est le fun, et ça répond aux besoins de la grande majorité. Pas d'une petite majorité de 50%, là, mais de la grande majorité de nos employés. Et on ne fait pas juste leur envoyer un mémo à l'effet que voici les avantages sociaux l'an prochain, là, puis on augmente la prime de 10 cents là-dessus. On leur présente. On leur présente en groupe. On fait un effort de mettre, de communiquer mieux, et pas juste par courriel, par texto, par papier, par affichage sur un babillard, mais on rencontre nos employés. S'assurer qu'il n'y a pas d'interprétation, s'assurer que le message est bien compris, qu'il y a eu une discussion, que c'est adopté. Oui, et que c'est compris comme par tout le monde. S'assurer qu'ils peuvent poser des questions. Oui, que leur opinion est prise en compte. Est prise en compte, effectivement. Qu'ils peuvent poser des questions, qu'il y a une ouverture à bien expliquer, qu'on n'essaie pas de leur repasser une petite vite. C'est ça, en plein ça. Alors, des meetings, des rencontres de groupe, beaucoup d'entreprises ont cessé de faire ça, en utilisant d'autres outils de communication. Mais la rencontre de groupe demeure importante, à mon avis, okay? Et demeure très efficace, justement, pour éviter qu'il y ait une levée de bouclier par certains employés, parce qu'ils ont été mal informés ou pas informés. Sur des fausses perceptions. Puis malgré qu'on le règle après, c'est toujours mieux de prévenir, parce que le régler après, ça laisse des séquelles. Puis, Ça laisse des séquelles. Ça laisse toujours des séquelles. Alors, ce leadership-là des entreprises en matière de gestion des ressources humaines doit être amélioré. Les entreprises, en fait, doivent faire attention et ils doivent avoir du leadership en matière de gestion des ressources humaines. Pas juste l'implantation de programmes, etc., mais d'être des leaders. Être leader, là, c'est important. On est leader dans un marché, et ça, les entrepreneurs sont beaucoup plus conscients du besoin et puis du leadership dans le marché, okay, avec leur clientèle, etc. Certains avec leurs fournisseurs aussi, d'être des leaders, de s'assurer d'être les premiers à être bien fournis en matériel pour être capable de produire. Mais rares sont ceux qui sont des leaders et qui veulent montrer qu'ils le sont en matière de gestion des ressources humaines. Il faut que ça se développe, ça aussi. Exact. Puis je pense que ça vient du fait qu'au Québec, on a beaucoup des PME où souvent c'est un seul chef d'orchestre qui est le propriétaire d'entreprise qui doit tout faire. Et à un moment donné, il ne peut pas se diviser en 25. Donc, il priorise. Puis le naturel va vers les ventes, vers le service au client. C'est ce qui amène l'argent, l'eau au moulin. Mais il ne faut pas oublier ce qui fait fonctionner le moulin à l'intérieur, qui est important. Voilà, on a des ressources financières, matérielles et humaines. Hein? C'est pas, on n'a pas des tonnes de ressources à gérer. Mais les ressources financières, c'est un incontournable. Okay? Alors, l'entrepreneur va, et avec raison, se soucier de ça en premier. Ressources matérielles, ben, il faut que tout ce qu'on a comme matériel suive, être capable de produire, etc.
Mais nos ressources humaines sont là aussi, alors ça les prend. Il faut s'en occuper. Fait que la gestion, le leadership là, dans la gestion des ressources humaines est très, très important. Autre défi, je te dirais, qui est l'équité salariale. C'est très important. On a une loi au Québec qui existe depuis 2001, qui a été votée en 1996, et il y a encore à peu près 40% des organisations qui s'occupent pas ou peu de leur équité salariale. Okay? La CNESST n'est pas toujours mordante avec ces employeurs-là, mais elle l'est à quelques reprises, elle l'est quelques fois. C'est important de s'en soucier. Donc, c'est important d'avoir un cadre de rémunération qui soit bien défini dans les entreprises pour s'assurer qu'on ne s'écarte pas de nos obligations en matière d'équité salariale. Au-delà des obligations, ça va sûrement donner des points ou aider au niveau de la rétention ou de l'attraction de main-d'œuvre. Oui, l'équité, c'est du gros bon sens. Alors, effectivement, on veut que ce soit bon, mais on veut que ce soit respecté, mais ça prend des outils. C'est maintenir l'équité à l'intérieur d'une organisation, ça prend des outils. J'avais un client, encore dernièrement, je l'accompagne dans son programme d'équité salariale, puis là, on regarde tout ça. Tout à coup, je vois technicien, il y a 3 femmes dans le poste, et il y a un gars. Les femmes sont payées 26 $, le gars, 42 $. Mais pourquoi? Oh, c'est mon beau-frère, c'est le beau-frère du propriétaire. Oh, c'est parce que là, tu viens de créer un problème d'équité salariale, au sens de la loi. Et c'est... Je pense qu'il va falloir que tu récompenses ton beau-frère autrement qu'en étant inéquitable dans ton organisation. Et ça, c'est commun. Et c'est commun dans les petites entreprises et en région. On embauche les gens de la famille, le voisin, nos amis, etc. C'est pas pour mal faire. Mais malheureusement, c'est inéquitable. Alors, les employeurs ont besoin d'être formés et d'informer aussi là-dessus. Ouais, sur cet impact, les impacts pernicieux, des fois, qui n'ont pas pensé, justement, c'est le beau-frère, il n'y a rien là. C'était pas pour brimer les femmes nécessairement. C'était vraiment plus contextuel, mais finalement, ça crée une situation d'inéquité. Absolument. Fait que c'est un peu ça, les défis que les employeurs doivent relever en matière de ressources humaines. Et si on regarde en terminant, un expert qui a, je ne sais pas combien d'années, 30-40 ans d'expérience en ressources humaines, est-ce qu'il existe des recettes miracles pour solutionner les enjeux actuels, notamment la pénurie ou rareté de main-d'œuvre? La question qui est dessus, c'est la question pleine. Les recettes miracles, non, malheureusement, il n'en existe pas. Ce serait trop le fun qu'il en existe. Je pense que les employeurs, la meilleure recette, c'est d'avoir recours. Puis là, je parle pour ma paroisse, là, mais c'est d'avoir recours là, à des professionnels qui sont aguerris dans le domaine, dans chacun des domaines. De bons consultants ne coûteront pas nécessairement très cher à l'entreprise. Puis je ne suis pas en train de vendre mes services parce que je suis en semi-retraite. Je dis non plus souvent que je dis oui, mais de bons consultants en rémunération, en gestion de la diversité et de l'inclusion, etc., vont pouvoir à faible coût dépanner les entreprises puis les aider à s'améliorer là-dedans. Je dis souvent, embaucher un directeur ou une directrice de ressources humaines, ça va coûter 100 000 par année, minimum. Okay? Puis cette personne-là ne sera pas une spécialiste dans tout. Va devoir quand même avoir recours à des spécialistes. C'est un peu la même chose qu'au niveau des processus manufacturiers. Là. C'est pas, il y a tellement de processus, mais il y a des spécialistes de chacun de ces processus-là, de chacune de ces techniques-là, de ces technologies-là. Fait que alors, c'est important. C'est pas parce qu'on a un directeur d'usine qui est capable de découper du métal avec du laser qu'en l'embauchant chez nous, il va être capable de s'occuper L'intégration d'une famille qui vient de l'étranger. L'intégration d'une famille qui vient de l'étranger, et d'être capable d'enseigner à la personne comment opérer les outils à l'intérieur de l'usine pour fabriquer des tubes qui vont servir au domaine médical, et puis qui doivent contenir 0 bactéries, 0 ci, 0 ça. Et qui vont devoir s'intégrer dans la communauté, puis pouvoir bien s'implanter, puis pouvoir avoir le goût de rester. Fait que non, il n'y a pas de miracle, mais d'avoir recours à des services externes, je pense que c'est important. Alain Rouleau, merci beaucoup, très apprécié, puis on espère que ça va avoir permis aux entreprises d'avancer dans leur gestion de ressources humaines. Merci Simon, une belle journée. C'était M. Alain Rouleau, conseiller senior en ressources humaines et président du groupe Mission. J'aimerais maintenant vous parler des comités sectoriels de main-d'œuvre. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, les comités sectoriels de main-d'œuvre sont là pour soutenir les entreprises faisant partie de leur secteur d'activité économique et ils vont intervenir dans le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.
Ainsi, chaque CSMO, qui est l'acronyme pour les comités sectoriels de main-d'œuvre, va travailler en collaboration avec les entreprises de leur secteur dans l'élaboration et la mise en place de solutions adaptées aux problématiques de leur industrie, et ce, naturellement, en lien avec les ressources humaines. Donc, cette synergie permet aux entreprises de réaliser notamment des économies d'échelle ainsi que de donner l'accès à divers services qui leur seraient difficilement accessibles autrement sur le plan individuel. Pour les filières plastiques et matériaux composites de l'industrie de la plasturgie du Québec, on peut compter, bien entendu, sur le comité sectoriel de main-d'œuvre qui se nomme Plasticompétences. Plasticompétences est au cœur du développement de la main-d'œuvre dans l'industrie des plastiques et des composites depuis de nombreuses années. Dans un secteur en constante évolution comme celui des plastiques et des matériaux composites, c'est important de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, compétente et prête à relever des défis de demain, ce qui est essentiel pour le développement et la croissance de l'industrie. Et c'est justement là que le comité sectoriel de main-d'œuvre Plasticompétences peut jouer un rôle clé en travaillant bien sûr à l'atteinte de leur objectif ultime qui est de s'assurer que les entreprises québécoises qui fabriquent des produits en plastique et en composite bénéficient d'une main-d'œuvre détenant les compétences qui sont nécessaires à leurs activités. Alors, Plasticompétences va développer des services qui vont être faits de pair avec des experts de l'industrie. Et l'équipe de Plasticompétences va bien sûr s'assurer que les produits sont adaptés à la réalité des entreprises manufacturières du secteur. En termes de développement des compétences, les formations en plastique et composite qui sont offertes par Plasticompétences, elles sont généralement de courte durée et sont créées selon les besoins du secteur. Donc, elles sont facilement accessibles à vos employés et vont être conçues avec soin, notamment par une analyse de besoins de formation auprès de l'industrie. Il va y avoir ensuite un comité de travail qui va être composé d'experts du secteur qui va s'attarder à cette analyse. Et il va y avoir ensuite le choix des méthodes de formation optimales avec des technopédagogues et le travail avec des formateurs expérimentés qui vont être impliqués pour finaliser la conception et la réalisation et la mise en place de ces formations pour vous, entrepreneurs. Pour les PME, les ressources humaines sont considérées comme essentielles et elles sont essentielles. Toutefois, il y a beaucoup de défis en termes de ressources humaines, particulièrement en ces années difficiles au niveau du recrutement. Dans ce cadre, Plasticompétences va venir vous soutenir dans votre travail consacré aux ressources humaines et essayer de vous alléger cette tâche, notamment par la mise en place, le développement d'outils et de modèles pratiques qui sont complets et adaptables à votre entreprise. Ils vont créer aussi et tenir plusieurs événements RH qui vont être axés sur des cas concrets et des pistes de solutions réalistes pour vous aider à vous outiller pour mieux gérer vos ressources humaines, mieux en faire la rétention et l'attraction aussi notamment. Et n'oublions pas aussi l'aspect d'améliorer la productivité de votre entreprise en ayant une main-d'œuvre compétente. Plasticompétences aussi a un volet d'information sur le secteur. Ils vont travailler à la réalisation de nombreuses études et publications diverses, notamment un diagnostic sectoriel qui est publié à tous les 3 ans, qui permet notamment aux entreprises de valider comment ils se positionnent dans l'industrie globale et aussi voir une évolution du secteur pour pouvoir mieux planifier leurs propres activités. Et ils vont développer aussi de nombreux outils pour faire la promotion de l'industrie et des métiers de la plasturgie afin d'attirer la main-d'œuvre vers vos entreprises, ce qui nécessite un effort constant et important pour s'assurer d'avoir un maximum de main-d'œuvre qui s'intéresse à notre industrie, bien sûr. Alors, je vous invite à prendre connaissance de l'offre de Plasticompétences et surtout de prendre contact avec eux pour discuter de vos besoins de formation, d'attraction, de recrutement de main-d'œuvre et utiliser leur aide qui est précieuse dans l'atteinte de vos objectifs en ressources humaines. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et à sortir du moule. N'oubliez pas de partager cet épisode, de cliquer j'aime et de vous abonner à notre balado. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Simon Chrétien et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. À la prochaine sur Sortir du moule. Pour joindre la communauté de l'industrie des plastiques et des composites du Québec, visitez dès maintenant le portail polymerquebec.com.